L'Éthiopie a du mal à se défaire des clichés tenaces des famines du siècle dernier. Pourtant, ce grand pays, qui fait 2 fois la superficie de la France, possède une profusion de sites historiques et naturels. Nous allons vous emmener à la découverte des hauts plateaux du nord du pays, riches d'une palette culturelle, ethnique et spirituelle étonnante. L'Éthiopie est un des plus vieux États du monde. Il mérite largement que l'on s'intéresse à cette Abyssinie magnifique et préservée, longtemps restée isolée. Addis Abeba est une ville à la montagne. Avec une altitude moyenne de 2400 mètres, c'est la plus haute capitale d'Afrique et la 4e au monde. Au regard de l'histoire du pays, il s'agit d'une capitale récente, créée en 1882 par l'empereur Ménélik II, qui connaît aujourd'hui une croissance économique sans précédent. À Maganania, on trouve une des nombreuses gares routières qui dessert les environs de la capitale. Les bus et les taxis collectifs restent un mode de transport très prisé. La voiture individuelle étant encore réservée à une élite. Il y a 91 millions d'habitants en Éthiopie, où l'on parle l'amharique, la langue officielle. C'est le seul pays africain à avoir échappé au colonialisme européen. L'élevage et l'agriculture sont les principales ressources du pays, comme par exemple le café. Le pays en est le premier producteur africain. Si le grand marché, le mercato, a perdu de son prestige, celui de Chola reste un des lieux privilégiés pour trouver des fruits, des légumes, des épices, sans oublier l'enset. C'est une pâte que l'on produit à partir d'un tronc de bananier qui pousse au-dessus de 1000 mètres d'altitude. Les troncs de ces arbres qui ne donnent pas de fruits peuvent être de grande taille. Ils sont pilés jusqu'à obtenir une purée qui va ensuite être passée à la lame pour trancher la fibre. Cette pâte sera ensuite utilisée comme farine pour faire du pain ou encore comme céréales pour le petit déjeuner. Piments et épices occupent une place importante dans la cuisine éthiopienne. Le sel arrive en bloc du nord du pays où nous irons. Le pays a bien progressé dans sa lutte contre la sous-alimentation. Lorsque la météo est stable, c'est-à-dire avec une saison des pluies normale, l'Éthiopie a la capacité à stocker des céréales pour pouvoir les redistribuer en cas de coup dur. La cathédrale Saint-Georges fait partie des symboles forts de la capitale. Elle a été érigée pour célébrer la victoire des Éthiopiens en 1896 sur les Italiens. C'est aussi l'église où l'empereur Haïlé Sélassié a été couronné. Le dernier empereur à régner sur le pays. Un empereur vénéré par les Rastas qu'il considérait comme le dernier descendant du roi Salomon et de la reine de Saba. À proximité, une rue est dédiée à tout l'équipement du clergé. Des tenues de messe aux différents accessoires. C'est l'église chrétienne orthodoxe qui est la plus importante dans le pays, en particulier dans le nord. Il faut 5 personnes, dont 2 prêtres, pour célébrer l'Eucharistie, sans oublier les moines. Cela représente une population importante. Piazza est un des beaux quartiers de la capitale. Dans ces avenues qui portent encore l'empreinte des Italiens, on y trouve de nombreux joailliers. Historiquement, ces échoppes étaient dirigées par des juifs éthiopiens, les Falachas. Depuis 1980, une grande majorité d'entre eux ont émigré vers Israël.
Le café est un rituel ancré dans la vie quotidienne de tout le pays, qui est le premier producteur africain et le pays d'origine du fameux Arabica. Tomoka a été le premier établissement à proposer du café en dégustation. Créé par un Italien en 1953, puis repris par une famille éthiopienne il y a 20 ans. Les clients peuvent choisir différents crus selon leur goût, pour ensuite bavarder tranquillement autour du comptoir ou de petites tables. Le café est torréfié dans l'arrière-boutique avec un tambour chauffant qui date du siècle dernier. Le service se déroule à un rythme soutenu, allant même jusqu'à proposer des cappuccinos. On boit aussi du café autour des grandes places du centre-ville en profitant du doux soleil d'hiver. Avec l'altitude, les températures se maintiennent autour de 20 degrés. Le lion d'Abyssinie ou encore le lion de Juda reste l'emblème du pays. Dans le christianisme, ce nom symbolise le Christ. La gare est aujourd'hui assoupie depuis la fermeture de la ligne Addis Abeba-Djibouti en 2008. Ce sont les Français qui, entre 1897 et 1917, ont construit la ligne de 780 km de long à voie unique qui connut son apogée au milieu des années 1920. Les conflits successifs auront peu à peu raison de son existence. Les Éthiopiens sont très doués pour la course à pied. Les plus grands champions internationaux des courses de fond de ces dernières années viennent des hauts plateaux situés plus au sud. Amateurs et professionnels se retrouvent tôt le matin ou au coucher du soleil le long de l'avenue Churchill. Tous s'entraînent assidûment par petits groupes. Nous partons vers le nord dans la région de Hamara, à Bahir Dar, sur les rives du lac Tana, où le Nil bleu prend sa source. Ici, comme dans le reste du pays, 93% de la population vit de l'agriculture et de l'élevage. Tous les samedis matins, sur la place centrale de la ville, on vient négocier des têtes de bétail. Dans ce marché, chèvres et moutons sont à l'entrée, alors que plus au centre, ce sont les bovins, voire quelques chameaux. Les négociations sont âpres et prennent souvent plusieurs dizaines de minutes. Des bergers quittent les lieux sans animaux, mais avec le sourire, signe que le commerce a été fructueux. Du côté des bêtes à cornes, les discussions sont encore plus animées. Les sommes en jeu plus importantes aussi, pour des animaux aussi bien recherchés pour la qualité de leur viande que pour leur aptitude à labourer. À la mi-novembre, une bonne partie des récoltes est effectuée. Les grandes fêtes religieuses sont passées, la saison des mariages bat son plein. Un prétexte pour faire la fête quitte à bloquer la circulation sur un boulevard le temps de quelques danses.
Le village de Salché borde les rives du lac Tana. Il est traversé par une piste occupée majoritairement par le bétail. Quelques camions et motos-taxis s'y aventurent de temps à autre. Les maisons traditionnelles sont faites de bois d'eucalyptus et de terre séchée. On cultive le teff, une céréale très fine, dont on fait une sorte de pâte à crêpes, l'injera, qui, une fois cuite, donnera une galette qui servira de base pour tous les repas. Elle se conserve ainsi plusieurs jours. On versera dessus des lentilles, de la viande ou des légumes. Tamré prépare de l'injera pour toute la famille tous les 2 jours. Nous sommes 5 dans notre famille. C'est ici que je prépare l'injera. On la servira avec une purée à base de pois. Autour de Salché, on cultive beaucoup de khat. Cela ressemble à des arbustes de thé, mais c'est une plante qui, mâchée longuement, procure un effet euphorisant et stimulant. Le khat est très prisé non seulement en Éthiopie, mais aussi dans les pays voisins comme à Djibouti. Avant de conserver définitivement la feuille cueillie, Genano la porte brièvement à la bouche pour en vérifier la fraîcheur. Le commerce du khat, qui est classé comme un stupéfiant, fait vivre de nombreuses familles autour du village. D'autant que sa culture s'étale tout au long de l'année. Les ballots sont négociés par des grossistes pour partir vers Addis Abeba ou vers Djibouti. Le café est aussi une denrée importante pour le village. Il est surtout destiné à la consommation familiale. Les grandes exploitations commerciales sont situées plus au sud. Maritou, la sœur de Genano, a 18 ans. C'est elle qui est en charge de la préparation du café. Après avoir fait sécher les cerises pendant une dizaine de jours, la première opération consiste à extraire les graines de l'écorce. Maritou va ensuite tamiser ce qu'elle a obtenu pour ne conserver que les graines de café encore vertes. C'est ensuite la torréfaction, une opération essentielle qui va permettre de libérer les arômes et qui va durer une dizaine de minutes, en prenant soin de bien griller les grains sans les brûler. Plus la torréfaction est longue, plus le café dégagera une amertume. La dernière opération consiste à moudre les grains entre 2 pierres.
Alors seulement Maritou va verser le café moulu dans la cafetière remplie d'eau chaude. De l'encens provenant de l'arbre Boswellia accompagne le cérémonial du service. Le lac Tana est le plus grand lac d'Éthiopie. Il s'étire sur 80 km de long et s'est constitué sur une faille volcanique. Entouré de plusieurs chaînes montagneuses, il est d'une profondeur assez faible, n'excédant pas 9 mètres, ce qui lui confère une certaine fragilité quant aux variations climatiques et à l'utilisation de l'eau par l'homme. Au nord, à l'écart des villages, sur les rives de la péninsule de Zégué, plusieurs églises et monastères datant des XIIIe et XIVe siècles sont dissimulés dans la forêt. Comme tous les dimanches matins, après une nuit de prière, les prêtres quittent les lieux épuisés. À l'origine, l'église d'Oura faisait partie du couvent de Merci. De l'extérieur, rien ne permet d'imaginer ce foisonnement de couleurs, à travers une succession de tableaux géants peints à même le mur. L'Éthiopie est le deuxième pays après l'Arménie à s'être converti au christianisme. Sa fondation daterait du IVe siècle, largement inspirée par ailleurs du judaïsme que pratiquait la population à l'époque. Au fil des ans, les Éthiopiens ont ajouté à leur histoire religieuse des saints aux racines africaines ayant contribué à l'essor du christianisme dans le pays. On retrouve la richesse de cette histoire religieuse dans ces fresques, souvent denses en personnages, dont la lecture demande une bonne connaissance de la chrétienté éthiopienne. La péninsule de Zégué est recouverte de forêts d'eucalyptus, dont le bois sert de structure aux maisons. Nous retrouvons Guénano, qui après avoir livré ses ballots de khat, va poser des filets à proximité de la berge. Il se sert d'un tankwa, un bateau traditionnel en papyrus, fabriqué à l'identique depuis des millénaires avec des papyrus géants, une plante endémique au lac. Guénano pose ses filets à une petite centaine de mètres de la berge. Car si le vent se lève, cela peut devenir très compliqué de circuler avec ce type de pirogue. Il viendra relever ses filets en fin de journée. Une pêche souvent composée de barbus, poissons-chats, qu'il vendra au village et qui complétera les ressources de la famille. Le Nil a une double nature, formée par la confluence du Nil bleu et du Nil blanc, qui se rejoignent à Khartoum au Soudan. Mais c'est le Nil bleu, aussi appelé l'Abeille, pourtant plus court, qui contribue à la majorité du débit du fleuve. Les explorateurs du siècle dernier ont souffert pour trouver la source du fleuve. Aujourd'hui, on considère que c'est le lac Tana qui en est l'origine. Tandis que plus au sud, les prêtres de Jis Abeille considèrent que les larmes de Dieu qui coulent de la roche en constituent la genèse. Mais c'est à 30 km de Bahir Dar que le Nil bleu exprime toute sa puissance et son charme dans les chutes de Tississat. Haute d'une quarantaine de mètres, son débit varie en fonction de l'intensité des pluies. À une soixantaine de kilomètres à l'est du lac Tana, un détour par le village d'Oraamba s'impose. Fondé en 1986 par Zumra Nourou,
L'objectif était de créer une structure sociale basée sur l'égalité, quelle que soit sa race, son sexe, son origine, voire encore son âge. Un des fondements de son village est basé sur l'éducation, où dès le jardin d'enfants, on enseigne l'alphabet, mais aussi l'éthique et les droits de l'homme. Aujourd'hui, le village compte 460 résidents, répartis dans 140 familles, où l'entraide a supplanté l'utopie des débuts. Les anciens ont leur maison. Souvent, dans les villages des environs, les familles n'avaient pas les moyens de s'occuper de leurs aînés. Ici, ils trouvent une maison qui leur est dédiée. Ici, chaque être humain est un membre de notre famille. Il est notre frère ou notre sœur. Donc si quelqu'un, en raison de sa santé ou de son âge, souhaite arrêter de travailler, on le prend en charge. La solidarité est un de nos principes fondateurs, inculqués par Zumra Nourou. Les maisons ont toutes été construites sur le même modèle. Elles ont l'électricité et l'eau à proximité. Ainsi, la cuisine fait l'objet d'une pièce séparée pour éviter que la fumée du feu de bois ne pollue les pièces principales. Dans le village, tout le monde travaille pour la coopérative et reçoit un même salaire. En outre, chaque personne doit travailler un jour par semaine pour les malades et les personnes âgées. Ne pouvant vivre uniquement de l'agriculture étant donné la pauvreté et la rareté du sol, les habitants d'Oramba se sont diversifiés vers le tissage, la meunerie et le commerce, avec notamment 3 épiceries et un camion ambulant. Un moulin équipé de 6 appareils électriques permet aux paysans du voisinage de venir avec leurs céréales. La coopérative possède aussi un atelier de tissage d'une vingtaine de métiers à tisser manuels. Le tissage est la première source de revenus de la coopérative, suivi du commerce, puis de la meunerie. Même si désormais on montre Aoramba comme exemple, l'équilibre économique est encore fragile et Zumra Nourou, son fondateur, continue à voyager pour générer de l'aide et s'inspirer de modèles similaires. Dans le bazar du village, les jeunes filles surveillent les arrivages pour essayer de nouvelles robes qui seront vendues à des prix très avantageux. Ici, dans ces hauts plateaux où l'altitude varie autour de 2400 mètres d'altitude, la déforestation a fait des ravages. On coupe le bois pour se chauffer et cuisiner. Les grandes forêts ne couvrent plus que 3% du territoire. Un peu plus au nord, près de Gondar, le village de Bourbox est connu de tout le pays. Les plus grands chanteurs d'Éthiopie en sont originaires, comme Sisai Bogal, qui a 70 ans. Nous sommes chanteurs depuis 3 générations. J'ai commencé par m'exercer avec mon père. Ensuite, j'ai commencé à voyager, d'abord à côté de Gondar, puis à Asmara, puis après dans tout le pays. J'ai chanté de l'âge de 20 ans jusqu'à 60 ans. Et cela fait maintenant 10 ans que j'ai arrêté et que je travaille dans la ferme. Indissociable du chanteur, le mazinko accompagne une mélopée qui raconte la vie quotidienne ou encore des histoires d'amour. Souvent, les chanteurs improvisent des textes en reprenant les noms de convives présents.
Les trois fils de Sisai sont aussi chanteurs. L'un d'eux vit à Washington et se produit pour la grande communauté éthiopienne qui vit là-bas. La ville de Gondar, à proximité, a été la capitale du pays entre 1634 et 1855. Au-delà des terres fertiles qui entouraient la ville, l'empereur Fassilada avait été séduit par ce carrefour caravanier entre le Soudan, l'Égypte et la mer Rouge, et où transitaient l'or, l'ivoire et les esclaves. Vestige de cette époque, le palais singulier de Fassilada, qui a su résister aux assauts du temps et aux différentes invasions et saccages qu'il a dû subir après 1855, lorsque la capitale a été déplacée vers Magadala. Nous grimpons maintenant vers l'est, à 2600 mètres d'altitude, sur le flanc des montagnes du Simien, à Lalibela. Ici, quasiment toute la population est chrétienne orthodoxe et n'hésite pas à emprunter des chemins escarpés pendant de longues heures pour aller vers ce qui est considéré comme la ville sainte d'Éthiopie. On raconte qu'en 1187, pendant la dynastie Zagoué, lorsque les musulmans prirent le contrôle de Jérusalem, le roi Lalibela décida de construire une réplique de la ville sainte en creusant à même le socle rocheux en tuff volcanique. Un travail qui défie l'imagination et qui durera 23 ans. Cet ensemble d'églises monolithiques incarne pour de nombreux pèlerins un lieu incontournable du christianisme éthiopien. Des galeries permettent de circuler d'une église à l'autre. Aujourd'hui, c'est jour de baptême à Beta Mariam. Six prêtres célèbrent la messe. Ils vont et viennent autour du cœur sacré, le Magda. Protégés des regards par de grands rideaux, ce sont les seuls à pouvoir regarder le tabot, une réplique de l'Arche de l'Alliance, qui, selon la Bible, contient les tables de la loi, avec les 10 commandements. L'original serait conservé à Aksum, au nord du pays. C'est la relique la plus sacrée dans l'Église orthodoxe éthiopienne. La messe et les textes sont dits en gueuse, une langue sacrée uniquement utilisée par le clergé. La messe va durer 1h30, ponctuée par des méditations silencieuses. L'église Saint-Georges est l'expression la plus connue du travail accompli à Lalibela. Construite sur un plan cruciforme de 25 mètres de côté, elle est haute de 30 mètres. C'est une structure indépendante qui n'est rattachée à la roche que par sa base. Elle est entièrement excavée dans le plateau constitué d'une roche volcanique rouge. 3400 mètres cubes de rochers durent être enlevés pour détourer l'église extérieurement et ainsi former la cour. Tout autour des montagnes du Simien, la journée touche à sa fin. Les bergers rentrent vers Lalibela. Nous poursuivons notre route vers la province du Tigré au nord pour atteindre Aksum, la très ancienne capitale de l'empire aksoumite qui dominait le commerce entre l'Afrique et l'Asie au début du premier millénaire. Dernière grande ville avant l'Érythrée, le marché rassemble éleveurs et agriculteurs des environs.
l'ivoire des siècles passés a été remplacé par une plus grande variété de fruits et légumes. Épices et légumes secs occupent toujours une place importante. Dans une rue parallèle au marché, Rgat prépare le petit déjeuner avec sa jeune sœur Fana. Elle finit de pétrir la pâte de l'ambacha, un pain très apprécié à Aksoum. Fana, de son côté, s'occupe de la longue préparation du café. Pour l'ambacha, il faut de la levure, des épices, du sucre, de la farine et de l'eau qu'il faut pétrir pendant 20 minutes. Curieusement, Fana sert du pop-corn avant le café. Il s'est généralisé depuis plusieurs années. Rapide à préparer, il se substitue au pain ou à l'injera que l'on proposait à ses invités le temps que le café soit prêt. L'ambacha est prête à cuire. Son apparence est celle d'une épaisse pizza. Sur le réchaud, une purée de pois chiches mijote. Elle accompagnera l'injera, l'autre galette traditionnelle. Les repas sont pris autour d'un plat central que l'on partage avec l'injera et la purée de pois chiches et le pain ambacha à côté, qui se déguste tout chaud. La mère de famille, de son côté, prépare du piment. Alors qu'au fond du jardin, les abeilles sont en plein travail. Le miel blanc d'Aksoum est lui aussi recherché. Dès le 1er siècle après Jésus-Christ, l'Empire aksoumite était une civilisation avancée, avec sa propre monnaie, et son alphabet, qui deviendra la langue gueuse encore utilisée par les prêtres orthodoxes du pays. Ces obélisques sont un des héritages les plus visibles de cette époque, représentant symboliquement des palais. Les plus hauts atteignaient 30 mètres. Simplement posés sur le sol, ils étaient maintenus en équilibre grâce à un système de contrepoids dans le sous-sol. Les plus hautes stèles servaient à désigner l'emplacement des sépultures des souverains de l'Empire aksoumite. Ils figurent parmi les plus grands monolithes façonnés par l'homme. De récentes fouilles ont permis de mettre à jour plusieurs nécropoles royales. Certaines situées en dehors du périmètre des stèles pourraient être celles de dynasties pré-chrétiennes. Ale Mayohou, dans son échoppe, travaille l'or et l'argent, un savoir-faire que l'on se transmet de père en fils depuis des générations. D'ailleurs, à Addis Abeba, les meilleurs artisans qui travaillent l'argent sont d'Aksoum. Ici, dans le Tigray, on aime les bijoux. D'ailleurs, les gens viennent nous commander souvent des pièces. Ale Mayohou travaille sur une paire de boucles d'oreilles en argent qui doit être prête demain pour un mariage. Au moment de Noël, nous avons beaucoup de travail. Pour les mariages, ce sont aussi des cadeaux importants.
Mais ce qui continue à alimenter les conversations entre historiens, archéologues et Éthiopiens, c'est l'existence de la reine de Saba, en particulier à propos de ses ruines mises à jour en 2008 par des archéologues allemands à Aksum. Sont-elles bien celles de son palais daté du Xe siècle avant Jésus-Christ? Dans le champ voisin, on répète des gestes sans doute millénaires pour récolter le teff, cette céréale très fine et légère qui sert à préparer les galettes d'injera. Bien que novembre soit une saison sèche, toutes les familles sont mises à contribution pour se hâter et éviter les orages de fin de journée. Aksum est aussi considérée comme une ville sainte. Autour de l'église Sainte-Marie de Sion, on distingue la nouvelle église qui date du début des années 60 et est construite par l'empereur Haïlé Sélassié. L'ancienne église du même nom est un lieu vénéré, d'abord parce qu'elle est la première église construite en Éthiopie au IVe siècle, puis parce que c'était le lieu où chaque empereur venait se faire couronner. Les prêtres conservent avec précaution des textes religieux provenant de la Bible rédigés en langue gueuse et richement illustrés sur des parchemins en peau de chèvre. Le bâtiment le plus important reste cependant une simple chapelle attenante. Elle renferme l'Arche de l'Alliance, contenant les tablettes sur lesquelles figurent les 10 commandements. Selon la légende, elle aurait été ramenée par le roi Ménélik, qui serait le fils du roi Salomon. Comme personne en dehors d'un moine gardien n'a le droit de voir cette arche, des doutes subsistent quant à son authenticité. La spiritualité de la ville se retrouve dans les créations des artistes. Ces triptyques sont très prisés par les visiteurs. Je mets une bonne journée pour réaliser un triptyque. C'est un travail très prenant et très précis. Aksum est une ville sainte. Nous avons donc beaucoup de thèmes et de personnages pour trouver l'inspiration pour nos peintures. Dans la province du Tigré, l'habitat dans les villages est différent. Les maisons que l'on appelle des odumo sont en pierre avec un toit de chaume. Une même famille peut avoir plusieurs huttes autour d'une cour intérieure qui permet de rentrer le bétail en fin de journée. Ici, on vit surtout de l'agriculture et d'un élevage de proximité. Dans le village d'Adoua, on célèbre aujourd'hui l'archange Saint-Michel. La population a revêtu un voile blanc de coton qui symbolise la pureté. Autour de l'église, les prêtres prêchent les valeurs de la famille. Les femmes sont à droite de l'église, les dignitaires et les hommes à l'opposé. Point d'orgue de la cérémonie, les prêtres vont faire 4 fois le tour de l'église avec le tabot qui symbolise l'arche d'alliance et les tables de la loi protégées par d'épais tissus.
Les tambours et les chants religieux vont prendre le relais. À l'écart, un groupe de femmes pris ensemble. C'est aussi dans les environs d'Adwa que les Italiens ont subi une cuisante défaite en 1896 dans leur tentative de coloniser le pays. Pour l'heure, les récoltes de teff sont achevées. Les graines sont si légères qu'il faut les tamiser un jour sans vent. Le teff connaît aujourd'hui une popularité croissante en Europe et aux États-Unis. Il est très nutritif, ne contient pas de gluten et pousse dans des conditions extrêmes de sécheresse ou d'inondation. Et il n'est sensible qu'à très peu de maladies, ce qui permettra peut-être un jour d'améliorer le sort de ces familles qui vivent encore dans des conditions précaires. En poursuivant la route vers le nord, on emprunte les hauts plateaux du Tigray qui montent à plus de 3000 mètres d'altitude avec des canyons et des vallées sans fin. On atteint alors Mekele, l'ultime ville du nord du pays, avant la frontière avec l'Érythrée, et point de départ pour plonger vers la dépression du Danakil. La dépression du Danakil, c'est une descente à 120 mètres sous le niveau de la mer, vers un des lieux les plus chauds de la planète, d'où reviennent des caravanes d'ânes et de chameaux chargés de sel. Plus de 2000 mètres de dénivelé depuis Mekele, une température qui avoisine les 45 degrés l'hiver. Le sel est stocké provisoirement à Béréalé, le dernier village avant les étendues du lac Salé. Ici, nous sommes en territoire afar, à la jonction des plaques tectoniques arabiques, africaines et somaliennes. La finesse de l'écorce terrestre à cet endroit laisse échapper régulièrement des gaz et du magma, que le sel et la chaleur transforment en spectacle étrange. Les gaz sulfureux viennent vite rappeler qu'il n'y a rien d'idyllique dans ces couleurs. Un peu plus loin, d'étranges tours de gypse, de sel-gemme et de cristaux se dressent, annonçant le lac de sel. Sous un soleil sans pitié, des hommes débitent des plaques de sel. Munis d'une herminette archaïque, ils affinent des blocs mal dégrossis en plaques régulières de 7 à 8 cm d'épaisseur et les mènent au gabarit précis pour pouvoir être chargés sur des chameaux.
À certains endroits, la croûte de sel dépasse les 2000 mètres d'épaisseur, déposée par les pluies qui ont dévalé du sommet des hauts plateaux à travers toutes sortes de sédiments, puis rapidement évaporés par la chaleur. On estime qu'à ce rythme, les réserves de sel sont quasi inépuisables. Les plaques vont être ensuite assemblées pour être chargées sur les chameaux qui vont les amener jusqu'au village de Béréalé. Une partie du chargement poursuivra sa route vers les hauts plateaux, une autre partira à dos d'âne, moins cher à nourrir qu'un chameau, alors que le reste du lot partira par camion. L'avancée de la route goudronnée risque fort un jour de faire disparaître ces caravanes légendaires. À la tombée de la nuit, les caravanes se croisent dans la fraîcheur des hauts plateaux. Les chameaux chargés de fourrage pour se nourrir s'apprêtent à descendre vers le Danakil. Nous sommes de retour sur les hauts plateaux du Tigré. Ces montagnes du Géralta abritent de nombreux sanctuaires chrétiens perchés, souvent rupestres, parfois troglodytes. Au pied du massif, dans le village de Megab, l'attention est fixée vers un autre centre d'intérêt. On compte une bonne centaine de sanctuaires perchés en altitude, avec une communauté de moines et d'ermites qui prie et étudie en quasi-autarcie, entouré de potagers et de quelques têtes de bétail. Araya a 24 ans. 2 fois par semaine, il monte pour prier à Abouna Yemata. Pour un visiteur étranger à la province du Tigré, l'accès à ces églises reste difficile, voire dangereux. D'autant que la dernière partie de l'ascension doit se faire pieds nus par respect pour les lieux sacrés. Au sommet, on trouve plusieurs cavernes, dont un lieu de sépulture réservé aux moines et aux prêtres. De là, il faut encore accéder au sommet du Piton, emprunter un passage étroit au-dessus du vide pour finalement être accueilli par le prêtre. Contrairement à ce qu'affirment les moines du village, l'église ne date pas de l'arrivée du christianisme en Éthiopie au IVe siècle, mais selon des chercheurs du CNRS, plus vraisemblablement du XIIe siècle et du XVIe siècle en ce qui concerne les peintures. Nous pensons que c'est un lieu propice à la prière. Si on est au sommet de la montagne, on est alors plus proche du ciel, donc plus proche de Dieu. Par ailleurs, lorsque l'on est en hauteur, ici on pense que l'on est protégé des influences néfastes qu'il peut y avoir plus bas. Les livres sont écrits en gueuse et sont de véritables œuvres d'art. Une fois sa journée terminée, le prêtre circule au-dessus du vide comme un cabri. Des villageois se sont improvisés guides pour aider les visiteurs à franchir les passages les plus délicats. Dans la vallée, un couple de Burkov d'Abyssinie, plus connu sous le nom de Hornbill, profite du soleil. Le mâle possède une poche bleue sur le cou, alors que pour la femelle,
Il s'agit d'une poche rouge. En descendant de ces lieux uniques vers Wukro, un dernier arrêt s'impose à Abraha Hatseba. Son église monolithe en forme de croix est un autre exemple de l'imagination de ses créateurs, sans doute du Xe siècle. On y a ajouté une partie récente qui déstabilise l'équilibre architectural. À l'intérieur, peinture et colonnes auraient besoin d'être préservées, mais ce ne sont pas les rares visiteurs et les quelques dons laissés qui permettraient de faire le nécessaire. C'est ici que s'achève ce voyage plein de surprises, qui permettra sans doute de porter un autre regard sur une Éthiopie étonnante.